Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, en public, depuis l'école alsacienne, devant un public sur l'attention et le soutien duquel nous allons nous reposer pour nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Notre prochaine émission en public aura lieu à l'école alsacienne le dimanche 8 mars et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Pour votre information, je vous annonce que nous avons 135 541 auditeurs en France métropolitaine et une quarantaine de mille répartis dans 169 pays. Parmi ceux-ci, j'ai trouvé intéressant de noter d'un mois à l'autre une augmentation sensible à Hong Kong, dans les Émirats arabes unis, dans l'ensemble des pays d'Amérique latine et au Liban. Nous saluerons ce matin nos 2 auditeurs du Kazakhstan, ainsi que notre auditeur de Namibie. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 qui aborde cette semaine le sujet délicat de la bioéthique et marche donc sur des œufs, animé du souci d'éclairer plutôt que de la prétention de trancher. Quelles questions posent les avancées scientifiques? Quels défis lancent-elles à la démocratie? Comment chaque limite franchie en génère de nouvelles, inédites? Comment bouleverse-t-elle les repères anthropologiques traditionnels en matière de filiation? Au passage, le psychiatre François Ansermet reprend les propos de l'archevêque de Gênes au XIIIe siècle, Jacques de Voragine, qui rappelait que Dieu peut créer l'homme de 4 façons. Sans l'homme ni la femme, comme il le fit pour Adam, par l'homme sans la femme, comme il le fit pour Ève, par la femme sans l'homme, comme lors de l'Annonciation, et par l'homme et par la femme, selon la manière la plus couramment utilisée par les membres de cette assemblée. Je le suppose. Nous vivons de vos contributions qui peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Je rappelle, parce que je reçois quelques mails à ce sujet, que les attestations fiscales sont envoyées par J'aime l'info, qui est l'association habilitée par le ministère des Finances à recevoir les dons et à envoyer les attestations. J'aime l'info l'envoie quelques semaines avant la date de dépôt des déclarations de revenus. Pour ma part, je remercie Olivier Protard, Luc Fabreguette, Janine Girard, Jean-Damien Nappet et Luc Béraud. Jean-Louis Bourlange. Eh bien, moi, je vais remercier en votre nom à tous Patrice Crochet, Jean Macario, Arnaud Lazut et Dominique Leduc. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Gilles Belloir plutôt d'ailleurs, Maxime Coguet, et excusez-moi Maxime si j'ai écorché votre nom. Ça s'écrit KO2GE. Ça s'écrit KO2GE. On ne sait voilà. pas très bien si c'est à l'allemande, à la française. Enfin, moyennant un deuxième don, voilà, nous prononcerons absolument. Nous vous remercions chaudement, Maxime. Christophe Gardel et Victor Fronter. Béatrice Gibelin. Eh bien, quant à moi, j'ai le plaisir de remercier Thomas Camus, Elsa Dobler, Lionel Ferreira et François Marie. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, j'adresse nos remerciements à Jacques Chanet, Daniel Joanneau, Benoît Chintreuil et Arnaud Rousset. Merci à eux, merci à elles et bravo à celles et à ceux qui s'apprêtent à suivre leur exemple. Nous allons maintenant nous intéresser aux élections municipales et plus particulièrement aux élections municipales dans une ville dont on parle beaucoup, qui est la capitale, Paris, où 6 semaines avant ces élections, qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains, un sondage Odoxa pour CGI et Le Figaro confirme la tendance observée à Paris, donc, d'un duel entre la maire sortante, Anne Hidalgo, et la candidate Les Républicains, Rachida Dati.
Créditée de 23% d'intention de vote au premier tour, la socialiste fait à ce stade la course en tête, mais elle est talonnée par l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, à qui les sondages accordent 20% des voix. Le macroniste Benjamin Griveaux stagne en troisième position avec 16%, ce qui lui permet quand même de creuser l'écart avec le dissident Cédric Villani, qui lui est à 10%, mais ce qui l'expose à la poussée des écologistes, dont le candidat David Béliard atteint 14,5%. Après sa rencontre à l'Élysée avec le président Macron, Cédric Villani a annoncé qu'il maintenait sa candidature, actant une divergence avec le président et déclarant, je cite, « Qu'entre l'appartenance à un appareil politique et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens. » Cédric Villani a été exclu de La République En Marche le 29 janvier. Sa candidature reste un souci pour Benjamin Griveaux, qui souffre en outre d'une stratégie difficilement lisible. À Paris comme à Lyon et Marseille, les municipales ne suivent pas les mêmes règles que dans les autres communes françaises. Comme pour le président américain, le ou la maire y est désigné par des grands électeurs, élus eux-mêmes dans le cadre de différents secteurs géographiques et non au sein d'une circonscription unique, la commune, comme c'est le cas partout ailleurs. Depuis la loi Defferre du 13 décembre 1982, Paris est découpé en secteurs électoraux qui correspondaient jusqu'à présent aux 20 arrondissements. Mais à partir de cette année, les 4 premiers arrondissements ne forment plus qu'un secteur, appelé centre. Les 15 et 22 mars, il n'y aura donc pas une élection parisienne, mais 17. Au soir du deuxième tour, les noms des 527 nouveaux élus seront connus. 364 d'entre eux ne siégeront que dans les arrondissements, tandis que 163 ajouteront à ce mandat celui de conseiller de Paris et éliront le ou la maire. Dans les 3 plus grandes villes de France, l'élection municipale est une élection à 3 tours qui favorise les marchandages d'appareils et qui peut donc réserver des surprises. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Anne Hidalgo, Rachida Dati, Benjamin Griveaux, Cédric Villani et en embuscade David Béliard. C'est ce que vous venez de rappeler. D'un côté, 2 femmes qui incarnent la gauche et la droite, de tendances dont on nous avait dit en 2017 qu'elles avaient disparu puisqu'elles appartenaient au vieux monde. Et ce qui est très intéressant dans cette élection, c'est que sont en tête 2 femmes qui incarnent ce vieux monde politique qui, par ailleurs, était un monde masculin, donc qui, d'une certaine manière, réincarne un vieux monde politique d'une manière assez moderne. Et puis, de l'autre côté, le nouveau monde, avec 2 adversaires appartenant à la même famille politique, donc, quelque part, un retour du vieux monde au sein du nouveau monde. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, le nouveau monde politique, incarné cette fois-ci par les Verts, et d'une certaine manière, je ne suis pas sûre qu'on sache très bien qui est David Béliard, le chef de file des écologistes, et pourtant, dans les sondages, les Verts font un score très important, témoignant aussi que ce nouveau monde politique, c'est également une question de contenu et pas seulement une question de casting. Et pourtant, lorsqu'on discute, lorsqu'on lit les articles concernant les municipales à Paris, c'est largement cette question du casting, presque comme dans une série qu'on regarderait sur nos ordinateurs, qui frappe. Le casting entre Cédric Villani, Médaille Field, quelque part qui apparaît comme une nouvelle sociologie politique, ou peut-être quelqu'un qui a décidé de faire la politique par raccro, mais qui pourrait rendre fiers différemment les Parisiens s'ils les lisaient. On ne le voit pas trop maire, mais le fait qu'il se hausse, qu'il ose à la sortie sur le perron de l'Élysée dire défier Macron, c'est quelque chose qui en tout cas disrupte dans cette campagne et que je trouve assez intéressant. On peut se poser la question, donc est-ce que le nouveau monde, c'est pas aussi Cédric Villani qui dit les appareils, il y en a marre, il n'y a plus de parti politique, au moment même où La République En Marche nous montre qu'il n'est pas un vrai parti politique, mais est-ce un nouveau mouvement politique? Je trouve qu'à travers cette campagne, on s'aperçoit que les incertitudes sur la reconfiguration politique, nouveau monde ou ancien monde, apparaissent très clairement. La deuxième chose qui me semble très intéressante, c'est au fond, à quoi servent ces élections municipales à Paris si ce n'est une bataille d'ego? On perd de vue, me semble-t-il, les enjeux de cette élection et pourtant ils sont importants. La question du Grand Paris, est-ce que Paris doit rester dans ses murs ou s'élargir à la banlieue, au moins à la petite couronne? La question de la métropole du Grand Paris, c'est quelque chose qui a été rappelé par Patrick Ollier notamment, mais d'une certaine façon, peut-on envisager un Grand Paris comme il y a un Grand Londres? Il me semble que c'est quelque chose qui finalement n'est pas assez présent dans la campagne, sauf à travers des mesures un peu gadget du genre mettre des gares hors de Paris ou aux portes de Paris, ce qui évidemment ne convainc personne et notamment pas les banlieusards comme ceux auxquels j'appartiens. On s'aperçoit que cette gadgetisation ôte au fond de l'efficacité à ce débat sur le Grand Paris qui est pourtant un débat pendant, je le rappelle, depuis 15-20 ans. Deuxième élément essentiel par rapport à cette question de contenu, évidemment la question de la vie de Paris au quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être parisien?
Parisien, comment est-ce qu'on s'occupe de sa ville, est-ce qu'on doit être un maire quelque part de surplomb ou est-ce au contraire on doit être un maire ou une mairesse qui met les mains dans le cambouis. Je crois que cette question elle reste totalement ouverte dans ces municipales et que les candidats ne convainquent guère sur leur capacité à s'intéresser au quotidien des Parisiens. Et puis troisième élément très important, est-ce que Paris gentrifié comme on dit, mais surtout Airbnbisé, est-ce que c'est une ville qui va rester une ville vivante, est-ce que c'est une ville qui gardera de la diversité sociale? C'est un point sur lequel pour l'instant il me semble qu'il y a peu de réponses et de propositions intéressantes qui ont été apportées. Anne Hidalgo dit qu'elle s'y est attelée notamment en ouvrant des places en crèche ou en disant qu'elle va dans Paris mettre en place un système de location avec des loyers à la fois encadrés et qui soient à 20% en dessous des prix du marché, en disant on donnera une chambre de plus aux familles. Certes, mais comment faire alors même que jusqu'à présent le mouvement s'est poursuivi d'ailleurs depuis que Bertrand Delanoë avait été élu, donc il y a plus de 15 à 20 ans que Paris se gentrifie, que les familles désertent Paris pour aller en petite couronne. Est-ce que le sujet n'est pas plutôt celui du Grand Paris? Je terminerai juste, pour ne pas être longue, en disant que parce que on s'intéresse guère au contenu de cette élection, la question du casting idéal pour le maire de Paris reste posée, parce qu'évidemment le lien entre le contenu et le casting devrait se faire, et que entre Anne Hidalgo, qui d'une certaine manière peut être créditée par une vision pour Paris, et c'est pour cela que cette vision écologiste, sans doute, d'ailleurs assure le socle aujourd'hui, à mon sens, du fait qu'elle est en tête des sondages, et explique aussi pourquoi David Béliard est très bien placé dans ce moment où le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres. Il y a eu un point de vue écologique qui, je le rappelle, a été aussi défendu par Bertrand Delanoë, mais du coup, cette question de la différence entre la gauche et la droite, on ne la sent pas exister dans un contenu. En revanche, à travers, par exemple, ce que dit Cédric Villani sur la question du mouvement et des appareils, on sent émerger peut-être la possibilité d'une nouvelle sociologie, donc de ceux qui font de la politique. Et en tout cas, il la porte à travers une continuité par rapport à ce qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017. Béatrice Gibelin. Oui, moi ce qui me préoccupe surtout, c'est un des points qu'a soulevé Lucie, c'est-à-dire l'absence de la métropole. Et en parlant même du candidat écologiste, Béliard, comment peut-on pouvoir faire une campagne avec l'écologie et l'environnement central au sein de Paris même? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Faire de Paris une ville verte, vélo, forêt, bon, tout ce qu'on veut bien dire, espace vert ou autre, sans penser qu'il faut poser le problème au moins au niveau de la métropole. Et ça, c'est, pour ma part, j'ai du mal à adhérer à un discours comme Béliard, parce que le fait qu'il puisse tenir un discours exclusivement dans les limites de Paris me semble franchement une aberration pour un leader écologique. Et ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est ce que Lucille a dit, c'est-à-dire qu'on est infoutu de mener une campagne qui parle correctement de la métropole du Grand Paris. Et on paye très lourdement une histoire très particulière. Lucille a parlé du Grand Londres, mais l'histoire de Londres n'a pas été enfermée, j'allais dire, comme l'a été Paris au XIXe siècle, dans des fortifications, à cause d'une menace qui venait de l'Allemagne, dont on se souvenait, avec un glacis qui a quand même représenté 200 mètres. Donc le glacis, vous savez ce que c'est l'endroit où on n'a pas le droit de construire de façon à voir l'ennemi arriver. Donc tout ça a été des terrains gelés sur lesquels a été la zone, les puces, après la Première Guerre mondiale essentiellement, le lieu des chiffonniers. Donc tout ça a empêché Paris de continuer à s'agrandir. Et le périphérique étant, j'allais dire, une ceinture encore de plus qui a bloqué. Et il y a Ganzer, candidat qui fait 2%, je crois, dans les sondages, qui dit, si on détruire le périphérique, c'est permettre effectivement d'étendre Paris, de faire un grand Paris. Qui est la question majeure? Je veux dire, la question du logement dans Paris, elle ne peut pas se poser pour les classes moyennes exclusivement dans Paris. Ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Il est véritablement, si on voulait prendre correctement en charge les enjeux d'une métropole qui est quand même une métropole mondiale avec un nombre d'atouts absolument extraordinaires en nombre d'universités, en recherche, il y a un nombre de visiteurs à Paris, c'est quand même la première ville pour ces visiteurs. Je trouve qu'on est vraiment minable. Voilà, pour dire les choses, on est minable dans cette campagne électorale. Au lieu de prendre les problèmes comme ils devraient être, on est là avec, donc bien sûr, on va avoir des querelles d'ego avec des propositions qui n'en sont pas. C'est assez consternant. Et là, qu'on soit Villani, qu'on soit Béliard, qu'on soit ce qu'on veut, on est bien dans le vieux monde.
tout confondu. François Bujon de l'Étang. Oui, on est dans le monde politique en tout cas. On est dans le monde politique. Moi, je suis frappé effectivement par les mêmes choses que vous, et à vous entendre toutes les deux, je m'associe au regret que vous émettez que les grands problèmes parisiens n'occupent pas le devant de la scène, finalement. C'est vrai, le problème du Grand Paris, le problème de ce que Lucile, je crois, appelait l'airbnbisation, que moi j'appelle le problème de la touristification outrancière. Ce sont des problèmes immenses. Le problème, en effet, de la ville qui se vide de ses jeunes et qui ne sera plus habité que par des vieux qu'on forcera à se déplacer qu'à vélo, c'est quand même une vision qui ça va diminuer la est population discutable et qu'on pourrait débattre, me semble-t-il, un petit peu mieux. Bref, je suis d'accord avec vous sur tout cela, sur la substance, ou plutôt sur le manque de substance. Et à ces regrets, j'ajoute celui que c'est vraiment la politique politicienne qui domine complètement la campagne municipale à Paris pour l'instant. Vous avez une maire sortante qui se représente, ce qui est normal, qui a un bilan tout à fait discutable, que l'on débat assez peu. On peut être d'accord, ne pas être d'accord avec un certain nombre de ses prises de position, mais il reste que l'endettement de la ville est passé de 3 à 6 milliards de dollars pendant le... d'euros. Excusez les déformations. C'est plus cher, c'est plus cher. Excusez les déformations professionnelles, 3 à 6 milliards d'euros, c'est beaucoup plus que 3 à 6 milliards de dollars, donc c'est encore plus grave. Le fait que les crèches, les logements sociaux, finalement, n'ont pas marqué de progrès sensible pendant ces dernières années, qu'il y a des travaux incessants, qu'il y a une circulation impossible, que la propreté et la voirie sont honnêtement de pire en pire au fil des années, et que la pollution reste un problème majeur qui n'a été nullement résolu par les difficultés de circulation, puisqu'elle est aggravée par les bouchons. Et puis il y a des tendances inquiétantes, effectivement, qui sont la touristification, en effet, et le fait que, comme on a des Jeux Olympiques qui se profilent à l'horizon 2024, vous pouvez être assuré que les travaux vont redoubler et que ces barrières grises et vertes qui vous donnent déjà des indigestions vont continuer de le faire pendant pas mal d'années, sans compter que, bien entendu, l'endettement va augmenter. Mais malgré tout, elle est en bonne position pour être réélue, parce qu'elle fait face à une opposition complètement fragmentée et dans laquelle le principal parti, qui est celui du président de la République, bien qu'il ne se définisse pas comme un parti politique mais comme un mouvement, est complètement divisé entre deux candidats qui sont apparemment incompatibles et que le président de la République lui-même n'a pas réussi à rapprocher. Voilà, alors, M. Griveaux contre M. Villani, en soi, c'est un match dans le match, comme on dit, qui n'a pas un intérêt palpitant, mais qui va distraire énormément l'attention des électeurs. Alors, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que, compte tenu de cette situation, au fond, tout ce qu'on nous a dit ces derniers temps se révèle faux. On nous a expliqué que le monde ancien avait disparu, que le dégagisme avait permis d'en finir avec les anciens partis de gouvernement, que le Parti socialiste était en miettes, que le Parti républicain était éparpillé façon puzzle, que, comme disait quelqu'un de célèbre, et qu'avec Macron et la République en marche, on allait faire de la politique autrement. Moi, je veux bien, mais j'observe à regarder la campagne municipale de Paris que nous avons un pur affrontement droite-gauche dans la plus grande tradition classique entre Madame Rachida Dati, qui est une candidate de droite pure laine, et Madame Hidalgo, qui est une candidate de gauche pure laine. Et que finalement, nous retombons littéralement dans le travers classique. Et enfin, le travers, je ne sais pas si c'est un travers, mais que, en tout cas, nous retombons dans le monde que certains qualifiaient de monde ancien. Ceci, d'ailleurs, traduit la faiblesse chronique du mouvement de la République en marche, finalement, qui pourtant avait réussi à passer assez brillamment le cap des élections européennes, notamment à Paris, d'ailleurs, avec un très très bon score, 32%, c'était quand même tout à fait impressionnant, mais qui, dans une élection locale, comme une élection municipale, révèle évidemment sa faiblesse fondamentale, qui est que c'est un rassemblement de circonstances qui s'est fondé pour soutenir l'action d'un président, mais que ces élus ne sont pas enracinés dans le sol, véritablement le sol électoral français. Et ça, dans une élection municipale, ça ne peut évidemment que se payer. Alors voilà, l'affrontement droite-gauche qu'on nous disait perdu, disparu, ancien, me semble avoir encore de beaux jours devant lui. Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est un fait que le droite-gauche réapparaît dans cette élection. Je crois que ça n'a pas forcément une valeur prédictive sur le plan national. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'il est normal que sur une élection municipale, le droite-gauche classique réapparaisse. Pourquoi ? Parce que les deux clivages qui séparent fondamentalement la droite de la droite et la gauche de la gauche n'existent pas dans une élection municipale. Ces deux clivages, c'est la forme, l'organisation du monde économique, capitalisme ou pas capitalisme, c'est quelque chose qui divise profondément la gauche. Évidemment, dans une élection municipale, ce n'est pas le lieu de poser ce problème. Et à droite, et à gauche aussi d'ailleurs, mais surtout à droite, le problème qui divise fondamentalement la droite, c'est l'Europe. C'est est-ce qu'on est pour une société ouverte, pour une société, pour un développement de l'Union européenne. Ça, c'est l'enjeu national. Évidemment, ça ne joue pas sur le plan municipal à Paris. Donc vous avez une disparition des deux clivages qui ont structuré la composition de l'offre macronienne en politique. Alors vous ajoutez à cela le fait que les macroniens ont refusé de se doter d'une véritable organisation politique. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils n'ont ni accepté une sorte de confédération à l'allemande entre leur droite et leur gauche et le centre. On aurait pu faire une coalition macronienne, une sorte de fédération qui aurait été, mais dans laquelle les sensibilités seraient apparues. Donc il y a pas d'offre de ce côté-là, et ils n'ont pas non plus constitué, à la manière dont le général de Gaulle avait laissé, parce qu'il n'avait pas voulu, mais il l'avait laissé faire par Roger Frey et quelques autres, il n'a pas constitué un parti qui, avec des militants, avec une organisation qui fabrique de la légitimité, même si la légitimité partisane est un peu en crise, ça aurait permis effectivement de gérer convenablement l'affaire Villani-Griveaux. Moi, quand la façon dont Villani a été éliminé au printemps dernier, c'est très, très exemplaire. Je l'avais d'ailleurs envoyé. Il a été, je ne sais pas pourquoi, Alain Richard, qui présidait la commission, moi, je pense qu'il fallait qu'il ait des voix. On ne donne pas l'unanimité à l'un et zéro à l'autre. C'était évidemment très humiliant, alors qu'il y avait, Villani était manifestement porteur d'une sensibilité. Je lui ai d'ailleurs écrit, à ce moment-là, en lui rappelant le mot du Talmud, selon lequel le Talmud dit quelque part, je ne sais pas où d'ailleurs, que quand quelqu'un est condamné à l'unanimité, il faut immédiatement le relâcher, parce que ça veut dire qu'il n'a pas réussi à faire entendre son droit ni sa position, à faire valoir sa position. Bon, c'est très talmudique, mais il y a quelque chose de juste. Villani s'est senti à ce moment-là profondément rejeté. Alors Villani est un personnage assez difficile à comprendre. Moi, je suis un littéraire pur. Moi, je m'entends bien avec lui. Il est très sympathique. Je suis un littéraire pur. Lui, c'est un mathématicien pur. Et je pense toujours, en le voyant, la définition des mathématiques par Lord Bertrand Russell, qui était le plus grand mathématicien du XXe siècle, et qui disait les mathématiques sont le seul domaine où l'on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas si ce qu'on dit est vrai ou faux. Pas moi qui le dis, hein, c'est Bertrand Russell. Donc, Villani est une énigme. C'est une énigme à voix douce. Il y a une voix apaisée, charmeuse d'ailleurs, assez bon. Mais il s'est mis, on l'a mis dans une position telle que maintenant il résiste à Macron, et donc ça crée effectivement une situation tout à fait impossible. Surtout que Griveaux, qui a des tas de qualités. Griveaux, il a quelque chose. On disait naguère, quand les femmes étaient des femmes objets, les stars, etc., on parlait de sex appeal. Eh bien, lui, ce qu'il manque, c'est de pôle appeal. Personne n'a envie de voter pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Il est intelligent, il dit des choses rassurantes, il dit des choses rassurantes ou inquiétantes. La gare de l'Est, c'est plutôt inquiétant. Mais on n'a pas envie de voter pour lui. Donc, il y a une situation qui est quand même très, très, très délicate. Et bon. Alors, maintenant, dans cette affaire-là, comment ça peut tourner ? Ça peut quand même. La stratégie de Villani n'aurait de sens que si les Verts pouvaient arriver devant Madame Hidalgo
et fusionner avec la liste Villani. Or, je crois que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni Belliard ni Villani, n'auront le score suffisant pour faire cette fusion. Donc, qu'est-ce que va faire Villani de ses voix? Et ça va sans doute tourner. Je pense que Hidalgo a manœuvré autant elle a un bilan qui me paraît absolument impossible. Moi, chaque matin, quand je me lève, j'ai un sens interdit de plus, un contournement de plus, et je dis, ça y est, encore une hidalguerie. Bon. Et bien, c'est ça qui, mais elle a manœuvré politiquement très habilement. Elle a fait des choix dans une espèce de surenchère verdoyante. Elle a fait des choix qui permettent de cantonner la progression des Verts. Et je pense que la logique sera une logique de fusion entre les Verts et elle au second tour qui sera extrêmement redoutable parce qu'elle n'a pas le vent en poupe, mais elle a une position forte. Et les Verts auront évidemment dans cette élection le vent en poupe. Qu'est-ce que va faire Madame Dati? Pour l'instant, elle multiplie entre Dati et Hidalgo les gestes de connivence. Donc je crois que c'est une situation qui est quand même extraordinaire. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, notamment par Béatrice. Je crois on a eu simplement une explosion de boboïsme verdoyant et on n'a à aucun moment une prise en compte des réalités profondes d'une agglomération qui n'est pas de 2 millions d'habitants, mais de 11 millions d'habitants, l'Île-de-France, qui doit vivre de façon cohérente, avec des migrations importantes entre la ville et la banlieue. Tout ça n'est pas du tout abordé. On fait comme si Paris se suffisait à lui-même. Et je crois, et ça je regrette, qu'on a fait pas mal de réformes qui étaient plus ou moins utiles. Et je regrette que le président ne soit pas pris en main dès son élection le problème de la réorganisation administrative de l'Île-de-France, parce qu'on ne peut pas continuer avec ce millefeuille administratif manipulé par l'administration et dans lesquels les Parisiens et les Franciliens peinent évidemment à se reconnaître. Nous avons un système de collectivité qui n'a pas de sens et nous avons des électeurs qui sont évidemment déboussolés face à des candidats qui leur proposent des gadgets. Oui, je suis pas tout à fait sûr qu'on voit le retour de la droite et de la gauche. On voit des pavillons, mais le pavillon, comme on dit dans la marine, doit couvrir une marchandise. Et là, en l'occurrence, le pavillon ne couvre, me semble-t-il, que lui-même. Il sert d'ailleurs à masquer, sous l'étiquette de socialiste, le fait que la mairie fonctionne autour de la chef d'une secte qui dirige ça avec un autoritarisme qui n'est compensé que par un sens de la communication. Mon Dieu, il faut être journaliste pour tomber dans les pièges de la communication de Madame Hidalgo, du genre Jeff Koons ou du genre les différentes manifestations de ce type. Et de l'autre côté, par la manière dont Rachida Dati, au fond, ne se pose qu'en s'opposant, c'est-à-dire sans avoir sur des sujets majeurs un projet qui puisse avoir de la consistance. Quant à M. Griveaux qui veut déplacer la gare Montparnasse à Montparnasse et la gare d'Austerlitz à Friedland, c'est en effet une sorte de providence pour les humoristes de tout poil. Mais il y a un certain nombre de sujets. Je pense par exemple au logement. Alors Madame Hidalgo avance des statistiques de logement social qui sont de toute évidence des statistiques faites à sa main, mais je dirais qu'on s'en fiche. Tout le monde a droit à un logement social à Paris compte tenu des critères, à peu près 80% de la population. Ce qui compte, c'est de savoir à qui on l'attribue. Et dans ce domaine-là, il faut avoir le courage de l'arbitraire, c'est-à-dire il faut dire voilà à qui on va donner les logements sociaux. D'abord, il y aura 3% des logements sociaux qui seront pour les copains. Parce que c'est comme ça que ça se passe, et ne venez pas nous casser les pieds à nous faire croire que vous feriez autrement si vous étiez au pouvoir, qui que vous soyez. Mais au-delà de 3%, on se fâchera. Ensuite, il y aura des priorités. Et les priorités, ce sont les gens
qui eux-mêmes permettent aux autres de mieux vivre, c'est-à-dire les métiers qui, d'une certaine manière, sont des multiplicateurs de sociabilité. Je pense par exemple aux éducateurs de la petite enfance et aux puériculteurs et aux puéricultrices. C'est aujourd'hui 1/5 d'entre elles et d'entre eux sont absents tous les matins, sont en congé maladie. Pourquoi ? Parce qu'avec les salaires qu'elles ont, elles travaillent, elles habitent à Creil, grosso modo. Ça veut dire que quand vous habitez à Creil et que vous devez ouvrir une crèche à 7h30 du matin ou à 7h du matin, il faut que vous partiez à 5h. Pour peu que vous ayez vous-même un enfant, il faut que vous le confiez à qui ? À quelqu'un que vous devez payer parce qu'il n'y a pas de crèche publique qui soit ouverte à 5h du matin, ni à Creil, ni nulle part ailleurs. Donc il faut, pour que les couples qui ont des enfants puissent rester à Paris, il faut que ceux qui les aident à y vivre et à y travailler puissent bénéficier de logements dans des conditions particulières. La même chose pour les gens du SAMU. J'avais parlé avec le général qui commandait la brigade des sapeurs-pompiers au moment du 13 novembre, qui m'avait dit on a eu beaucoup de chance. Premièrement, parce qu'on avait fait un exercice le matin, donc on était vraiment très près. Et deuxièmement, parce qu'on a tout de suite été sur le terrain. Enfin, nous, pas le SAMU. Mais il ne le disait pas pour le reprocher, il le disait pour la même raison. Parce que vu ce que sont payés les gens du SAMU, eux aussi, ils habitent à Creil ou de l'autre côté, mais à des distances comparables. Et du coup, il leur avait fallu 1h15 pour arriver, alors que, comme le disait le général des pompiers, beaucoup d'entre eux n'avaient pas attendu qu'on les appelle. Dès qu'ils avaient vu aux informations, ils s'étaient précipités pour aller à Paris. Ensuite, il y a les policiers. Il y a un thème dont je crois aucun d'entre vous n'a parlé, c'est la sécurité à Paris, qui ne cesse de se dégrader. On le voit statistiquement, on le voit aussi, je dirais, presque dans l'atmosphère. On parle tout le temps des îlotiers. Mais pour qu'il y ait des îlotiers, il faut qu'il reste à Paris. Or, la première chose que fait un policier quand il est nommé à Paris tout de suite. C'est en sortant de l'école, c'est là où on les nomme. Il est obligé de rester là pendant 4 ans. La première chose qu'il fait le premier jour où il prend ses postes, c'est de signer une demande de mutation pour pouvoir quitter Paris le premier jour qui suivra ces 4 années d'accomplissement. Ça, et pourquoi ? Parce que eux aussi, ils sont logés ou bien en dehors de Paris, ou bien à Paris et dans des conditions difficiles. Il y a aussi un autre secteur qui est un secteur considérable dont a parlé Lucile sous le nom de Airbnbisation, c'est celui du tourisme. Le tourisme est devenu, je reprends chaque fois que je le peux, mais enfin ça fait rire, donc je ne pas m'en priver, la phrase de Jean Mistler qui dit « Le tourisme est une industrie qui transporte des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux ». Mais c'est comme ça. Bien entendu, ça ne nous concerne pas, nous ne sommes pas des touristes, nous sommes des voyageurs, que les choses soient claires. Mais c'est vrai que depuis très longtemps. Nous avions fait avec Françoise Cachin et Pierre Nora un numéro du débat en 1994 qui disait « Attention, si ça continue comme ça, il va arriver à Paris ce qui est arrivé à Venise. C'est-à-dire, il n'en restera plus qu'un décor. » Et c'est en effet ce qui est en train d'arriver dans les arrondissements historiques. Au moment de l'élection de 2001, il se trouve que j'avais déjà écrit un premier livre sur Paris, que je connaissais Bertrand Delanoë, qui est comme moi à moitié aveyronais, et donc nous nous rencontrions dans l'autobus aérien qui va à Rodez, et il m'avait demandé de faire un livre avec lui. Je lui avais remercié en lui disant que non, je pratiquais pas ce genre d'exercice qui est tout honorable, mais que j'avais pas envie de faire. Mais j'avais attiré son attention sur la nécessité de sauver les commerces de première nécessité qui se transforment systématiquement dans les quartiers historiques en commerces destinés non pas aux habitants, mais aux passagers, aux touristes. C'est-à-dire qu'une boucherie, le lendemain matin, vous allez acheter votre viande et c'est devenu un marchand de t-shirts. Pourquoi ? Parce que vous faites 6 ou 7 fois la culbute sur le prix du t-shirt et qu'en plus, vous n'êtes pas obligé de vous lever tôt, c'est pas salissant, il ne faut pas aller au hall. Bref, et il y a une loi qui permet de conserver à un commerce sa destination, qui permet à la municipalité de prendre la propriété de la boucherie, par exemple, le temps de trouver un autre boucher et de l'allurant. Il ne s'agit pas de faire des boucheries municipales avec de la viande municipale, mais il s'agit de se servir. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que quand il ne reste plus dans un quartier qu'une seule boucherie, une seule boulangerie, le prix monte de 20%, parce qu'on apprend ça à l'école, ça s'appelle un monopole ou un oligopole dans le meilleur des cas. Et du coup, toute une partie de la population qui n'est pas pauvre, qui sont des gens qui ont une retraite, c'est pas une retraite d'agrégé, ou enfin des choses...
ils ne suivent plus, non pas parce que les prix des logements, quelquefois ils sont même propriétaires de leur logement, mais ils ne suivent plus parce que le coût de la vie est devenu tel qu'ils ne peuvent pas rester et ils s'en vont ailleurs. Et dans cette lutte, bien entendu, la réglementation des Airbnb est une priorité, mais pas seulement. Il faut aussi avoir une politique culturelle. Elle a été détruite par Madame Hidalgo quand elle a détruit Paris Quartier d'été, uniquement parce qu'elle avait affaire non pas à un opposant, mais à quelqu'un qui a du caractère, Patrice Martinet, le directeur du théâtre de l'Athénée, et qui ne se laissait pas faire, et qui ne ramassait pas n'acceptait pas tous les ukases qui venaient de la bureaucratie de la mairie, laquelle mairie, entre parenthèses, aurait fortement besoin d'être réorganisée, comme on l'a vu à travers l'explosion de la rue de Trévise, qui a épargné Jean-Louis Bourlange, qui habite à quelques pas, mais qui a quand même fait quelques morts, simplement parce que les services municipaux n'avaient pas fait leur travail. Et pour continuer, parce que je suis en train de faire concurrence à Jean-Louis Bourlange, mais ça m'arrive une fois... il est battu à plat de couture. Ça m'arrive une fois tous les 20 ans. C'est celui d'entre nous qui connaît Paris. Et donc cette politique culturelle, pour en finir, elle pourrait avoir un sens avec une politique touristique. Il y a deux éléments qui pourraient avoir un sens dans la politique touristique. Un sont les églises, qui sont laissées dans un état épouvantable. Or, il y a un trésor d'églises à Paris, d'architecture de toutes les époques, y compris d'architecture contemporaine. Et si vous allez, par exemple, à l'église Notre-Dame de Grâce, dans le 2e arrondissement, le commissaire de police est allé dire au curé qu'il allait le fermer pour des raisons de sécurité, parce que le système électrique va finir par foutre le feu à la boutique. C'est la seule église, d'ailleurs, dans laquelle il y a comment on appelle ça, pas une cuve, mais un fond baptismal où on peut se faire baptiser debout, ce qui est un avantage considérable. Ça fait on est électrocuté, du coup, si. Et maintenant, on est immédiatement électrocuté. Mais la politique de Paris Quartier d'été, ça consistait, pendant les saisons touristiques notamment, à organiser dans tous les coins de Paris, y compris les arrondissements qui passent pour les moins touristiques, le 19e, le 20e, le nord du 18e, le nord du 17e, avant qu'on y fasse ces constructions magnifiques et ce palais de justice qui est à se les prendre et à se les mordre quand on est assez souple, à organiser des événements culturels d'une telle variété et d'une telle qualité qu'on pouvait y attirer des touristes. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir à Paris comme tourisme ? On a besoin d'avoir un tourisme intelligent, c'est-à-dire un tourisme qui va revenir, un tourisme qui s'est intéressé au lieu et que, évidemment, pour ça, il faut lui faire connaître Paris. J'ai l'impression que j'ai fini. Lucile, mais vraiment, n'abuse pas de la parole. Pourquoi n'es-tu pas candidat ? C'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Moi, je ne comprends pas. Franchement, il a été, mais ils en ont pas voulu. Pendant que Philippe boit son verre d'eau, je prends la parole sur deux petites choses. La première, c'est pour défendre un petit peu Cédric Villani, qui a été totalement étrillé par Jean-Louis, pour rappeler qu'il n'est pas seulement mathématicien, mais qu'il a dirigé un centre de recherche qui s'appelle le centre Henri Poincaré, et que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a été récompensé par la médaille Fields, a su animer des équipes. Je vous invite, c'est très snob, mais à écouter sa conférence Honoris Causa en 2014 à HEC, où il explique qu'être un bon mathématicien, ça ne veut pas du tout dire être un bon chercheur. Et je trouve qu'il y a, même s'il n'en a pas l'air, chez Cédric Villani, une capacité à diriger des équipes et quelque part à avoir mené des recherches qu'il faut rappeler. Ça ne veut pas dire qu'il serait un bon maire de Paris, mais on ne peut pas simplement le réduire à être un crâne d'œuf. La deuxième chose que je voulais dire, et je suis comme toi totalement littéraire, mais je m'intéresse aux sciences, et je pense que tu peux le faire aussi, Jean-Louis. Je fais de mon mieux. Un petit peu de taquinerie, Jean-Louis. Bon, et alors la deuxième chose, c'est que peut-être par solidarité féminine, mais pas seulement, je voulais quand même dire deux choses. Sur Anne Hidalgo, elle a pas très bien réussi sur le plan intérieur, mais sur le plan de l'attractivité de Paris, elle a un flair incroyable. C'est-à-dire qu'elle a su très vite, sur par exemple les questions climatiques, prendre la tête des villes sur le climat, et ça a joué un rôle sur le plan de son retentissement, sa résonance internationale, et sur la question des Jeux Olympiques, sur lesquels elle avait, y compris au sein de sa propre majorité, et notamment les Verts, beaucoup de réactions contre les Jeux Olympiques. Elle a su aussi se positionner, alors qu'au départ, elle savait pas du tout ce qu'elle pensait, et donc elle a un côté animal politique. Vous savez, l'animal politique, ça existe, dans le Nouveau Monde comme dans l'Ancien Monde. Cédric Villani va peut-être devenir un animal politique du Nouveau Monde, on ne sait pas. Je prends un pari sur le fait qu'il fera plus de 10, et on verra, on boira un coup après. Et puis, je voudrais terminer en disant que
sur ces enjeux de troisième tour qui avaient été évoqués par Philippe lorsqu'il a présenté la municipale, il y a effectivement quelque chose à avoir en tête, c'est qu'il y a une telle incertitude sur cette élection qu'il est possible qu'effectivement ça se joue en conseil municipal au troisième tour. Et là, ça aurait à mon sens un effet extrêmement mauvais parce que on aurait le sentiment d'avoir eu un déni démocratique à Paris. Donc j'espère que les choses ne se joueront pas au troisième tour sur la mairie de Paris. Et donc je pense que chacun d'entre nous, s'il est électeur à Paris, doit essayer de faire en sorte que les choses se passent au moment où il y a exercice démocratique. Malheureusement, j'ai peur que ça nous échappe. Ça se jouera au troisième tour inévitablement. Ça ne peut pas se jouer autrement qu'au troisième tour dans cette configuration. Je ne suis pas sûre. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas là qu'est le débat. Si. Moi, j'aurais qu'une chose. Bon, enfin, c'est pas nous qui allons le résoudre, c'est ce que je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que la diatribe de Philippe Meyer sur Anne Hidalgo et sa gestion prouve bien que Paris n'est pas le bon niveau pour régler ce genre de problème. C'est exactement ce que je vous disais. On ne réglera pas les problèmes soulevés par Philippe à l'échelle de Paris, c'est tout. Juste un mot, je pense que Madame Dati, elle n'est pas aux responsabilités à Paris, mais je ne vois pas quelle est l'ombre d'une idée sur les sujets que j'ai abordés dans ma diatribe, comme vous dites, Béatrice. Nous allons, si vous voulez bien, passer au sujet qui enflamme le monde entier, qui est celui du coronavirus. Passant devant une pharmacie l'autre jour, j'ai été amusé et peut-être un peu étonné de voir, je l'ai d'ailleurs mis sur mon fil Twitter, de voir un panneau disant plus de masques, avec une faute d'orthographe. Donc, plus de masques dans les pharmacies. Donc, le coronavirus est parti en décembre 2019 du marché de Wuhan, en Chine. Il faut qu'on fasse semblant de parler le chinois et maintenant d'avoir l'accent. Et il s'est propagé en Asie, en Europe et aux États-Unis. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé a procédé, en dépit des pressions de Pékin, à une déclaration d'urgence internationale, urgence déclarée par le passé pour endiguer Ebola en Afrique de l'Ouest. Les 56 millions d'habitants de la province de Hebei, où est situé Wuhan, sont en quarantaine. Et en Chine, le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi aujourd'hui à 300 morts et 14 300 patients contaminés. Les pays d'Asie et les États-Unis commencent à fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance de Chine. Les Français rapatriés de Wuhan doivent être mis à l'isolement pendant 14 jours. 6 cas d'infection ont été détectés dans notre pays. Les autorités sanitaires sont mobilisées. Le docteur Christophe Rapp, qui est infectiologue à l'hôpital américain de Paris, est plus inquiet des débats causés par la grippe, à l'origine, rappelle-t-il, de 650 000 décès chaque année dans le monde, dont plusieurs milliers en France. Et le délégué général de Résilience France, Yves Bourdillon, juge pour sa part que le risque d'une épidémie majeure de coronavirus en Europe reste faible, sous réserve que le virus ne bute pas. Autrement dit, nous n'en mourrons pas tous, sauf si nous en décédons. Pour Jacques Attali, même si l'épidémie parvient à être enrayée rapidement, les conséquences seront beaucoup plus importantes que lors du dernier épisode, celui du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2003. Selon Attali, le régime chinois peut-y perdre sa crédibilité comme le régime soviétique perdit la sienne avec la catastrophe de Tchernobyl, démontrant une fois de plus que, contrairement au consensus actuel, une dictature ne peut devenir durablement une superpuissance mondiale. Fin de citation. En attendant, tandis que des Asiatiques font l'objet en France d'insultes ou de propos blessants, l'Institut Pasteur promet un vaccin pour dans 20 mois. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, on sent bien... À la fois, il y a deux choses. On est un peu surpris par ces réactions, plus de masques dans les pharmacies. Dans le quartier chinois près duquel j'habite, il y a une inquiétude avec, j'entends des gens pouvoir dire « Ah ben, moi, je vais plus aller faire mes courses chez Tang parce que c'est trop dangereux ». On entend des choses qui sont d'une irrationalité tout à fait, que je trouve d'une certaine façon préoccupante, mais qui traduit une peur difficile, que je trouve difficile à expliquer quand même. Quand on entend les gens à Carry-le-Rouet, où sont arrivés les 200 Français ramenés de Wuhan, en disant « mais notre oursinade, puisque c'est la fête des oursins, va pas avoir toute la clientèle habituelle, c'est une catastrophe. Et puis les chats, ils circulent, alors les chats, ils peuvent attraper le virus et on va avoir le virus. » Enfin, c'est du grand n'importe quoi, quand même. Et ça, je trouve ça préoccupant.
préoccupant, sans parler effectivement d'un vrai racisme contre en particulier dans les collèges, sur des élèves asiatiques, et puis comme je vais pas me faire bien voir, très fortement portés effectivement par des élèves maghrébins. Donc on est dans des situations désagréables et assez préoccupantes. Je pense, alors on dit peut-être le gouvernement en fait beaucoup. Non, je pense qu'il fait ce qu'il doit faire et que c'est le moyen aussi de tester toute une série de protocoles à mettre en place en cas d'épidémie. Donc ça permet de voir si ça marche bien et si on se comporte comme il faut. Une sorte de test en grandeur nature. Bon, donc je pense qu'il n'y a effectivement aucune inquiétude à avoir, mais cette idée avec la mondialisation, que tout circule très très vite, la peur de la peste, de la grande peste au XIVe siècle, là ça se passe en quelques heures, quand autrefois ça se passait le déplacement en quelques mois ou au minimum en plusieurs jours. Donc il y a une vraie inquiétude. Et puis il y a cette inquiétude qui est liée aussi à la Chine, à cette Chine menaçante par sa puissance, par sa montée en puissance, et qui pourrait, par justement le rôle qu'elle joue aujourd'hui, être capable par cette pandémie, de mettre en l'air une économie mondiale, en tout cas de la fragiliser. Le cours de l'or a monté, les bourses ont baissé. Enfin, il y a sur le plan économique, compte tenu de la place de la Chine aujourd'hui, qui au moment du SRAS en 2003, ça représentait 8% dans le PIB mondial. Aujourd'hui, c'est presque 20% dans le PIB mondial. On se rend compte qu'effectivement, s'il y a un fort ralentissement en Chine, notre industrie du luxe en France qui se porte si bien, peut-être aussi qu'elle se portera mal. Donc il y a cette inquiétude-là qui est sous-jacente. En revanche, pour la Chine, je pense que c'est pour le gouvernement chinois, il est extrêmement important de montrer qu'il contiennent cette épidémie. La façon dont on filme la construction des 2 hôpitaux qui vont être construits, l'un va être inauguré demain avec 1000 lits, un autre va être inauguré vers le 10 février, je crois, avec 1500 lits. C'est-à-dire, au fond, des hôpitaux de campagne, comme en guerre, quand on monte très vite un hôpital. C'est montrer à la fois leur savoir-faire, leur rapidité, la rapidité de la décision, parce qu'effectivement, on n'est pas en démocratie et donc on décide et ça ne se discute pas. Une mobilisation de la population qui est aussi extrêmement forte et surtout une capacité à pouvoir contrôler une population que le système chinois permet. C'est-à-dire que 56 millions d'une province mis en quarantaine aussi rapidement et aussi contrôlé que ça, il faut quand même que ce soit un système dictatorial par certains côtés, incontestable. Dernier point que je veux dire, ce qui va être une grande chance pour l'écologie, parce qu'à partir du moment où on va devoir obliger les gens à se comporter d'une certaine façon, on va pouvoir le faire en Chine, ça sera plus difficile chez nous. François Bujon de l'Étang. Bon, Béatrice a dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne reviendrai pas vraiment, mais c'est au fond un triple défi, cette affaire. C'est d'abord un défi pour nos sociétés, à nous, nos sociétés développées. Comment réussir à trouver le bon équilibre entre le flegme, qui est de bonne aloi, et quand même la surréaction, je dirais. Jusqu'à présent, je pense que dans l'ensemble des pays développés, cet équilibre a été à peu près trouvé. Je suis frappé par le ton modéré des pouvoirs publics, d'une façon générale, en France, mais aussi dans les autres pays développés. Je suis frappé par le fait que les épidémiologistes, par exemple, ou les spécialistes, disent fort raisonnablement que la grippe saisonnière, par exemple, tue beaucoup plus pour l'instant que le coronavirus, lequel semble, sauf s'il mute, être peut-être plus contagieux que ne l'était le SRAS en 2003, mais probablement moins mortel. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. En tout cas, il me semble que nos sociétés prennent les précautions qu'il faut, n'affolent pas, ne concourent pas à affoler les populations qui n'ont, vous avez raison, que trop tendance à s'affoler toutes seules, et que, on évoque le spectre des grandes pandémies du Moyen-Âge, des grandes pestes, où on pense au choléra du hussard sur le toit, mais nous n'en sommes quand même pas là. Par contre, alors c'est un vrai défi pour la Chine, et notamment pour les pouvoirs publics chinois. Voilà un pays d'1,3 milliard d'habitants qui a recours à des mesures absolument drastiques, qui met en quarantaine une ville
Wuhan, de 11 millions d'habitants, la ville voisine de 9 millions d'habitants, qui ferme Pékin et dont les voisins ferment les frontières terrestres, c'est ce qu'ont fait les Russes et les Mongols au cours des dernières 48 heures, et qui doit à la fois contrôler l'expansion d'une pandémie dont on ne sait pas encore grand-chose et contrôler une population qui quand même montre par divers comportements qu'elle n'aime pas trop qu'on la brusque en réalité. Quand il y a des études très intéressantes qui ne sont pas du tout publiques, qui montrent le comportement des internautes chinois depuis ces 4 dernières semaines et qui montrent que les internautes chinois, par exemple, n'ont aucun doute depuis l'éclatement des premiers cas de coronavirus, c'est-à-dire le 31 décembre à peu près, qu'ils savent le développement de cette épidémie, alors même que les pouvoirs publics ne se sont prononcés que le 20 janvier avec le discours de Xi Jinping. Donc l'idée qu'on réagit trop tard, trop lentement, se répand déjà en Chine, où on ne sait pas ce que sont les réactions de la population à des mesures encore plus drastiques et qui risquent d'être prolongées. Enfin, si vous permettez juste une seconde, c'est évidemment un défi majeur pour l'économie mondiale, parce que l'économie chinoise était déjà en période de ralentissement. Elle l'est en effet aujourd'hui à peu près 20% du PIB, alors qu'à l'époque du SRAS, elle était de 3%, je crois, quelque chose comme ça. C'est une économie qui n'est plus la même que celle du SRAS. C'est une économie qui repose beaucoup plus sur l'industrie manufacturière et sur la consommation et moins sur l'exportation. Donc c'est une économie plus vulnérable et plus vulnérable aux conséquences internationales. Et il est clair qu'il pourrait y avoir un hockey, je dirais, de l'économie chinoise qui peut se traduire en hockey de l'économie mondiale. Et ça, c'est très important. On voit que les bourses sont déjà affectées, on voit que le commerce extérieur commence à l'être. Ce sera une question de temps, de durée, mais nous allons voir. Et n'oublions pas que pour une élection américaine qui se profile et qui aura lieu maintenant dans 10 mois, le seul vrai risque que court M. Trump de n'être pas réélu, ce serait un hockey sérieux dans l'économie américaine. Il pourrait venir de Chine. Point d'ordre. Comme l'un d'entre nous s'est exprimé un peu longuement à propos de Paris, il nous reste très peu de temps pour finir cette émission. Il nous reste 10 minutes, brève comprise. Mais le Bada va suivre. Or, le Bada, c'est une demi-heure de plus, et c'est surtout, je ne l'ai jamais dit, mais je suis content de saisir cette occasion, c'est aussi suivi que le sont les émissions. On aurait pu penser qu'il y avait moins d'intérêt pour le Bada que pour les émissions elles-mêmes. Il n'en est rien. Je passe donc la parole à Lucille Schmitt, dont la brièveté est légendaire, comme celle d'ailleurs de Jean-Louis Bourland. Oui, légendaire, c'est le bureau des légendes. Légendaire est beau. Quand je dis légendaire, ça ne veut pas dire qu'elle est passée en proverbe, ça veut dire que c'est une pure légende et que personne n'y croit. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire François sur la question de la Chine. D'abord, pour dire que par rapport à ce qui se passe à Wuhan, j'ai brusquement réalisé combien Wuhan était à la fois certes une très grande ville chinoise, mais aussi une très grande ville de la mondialisation, puisque on l'a tous vu depuis maintenant quelques semaines. C'est aussi le lieu où nombre d'industriels occidentaux, et notamment les constructeurs automobiles français, allaient s'installer. C'est aussi un hub en Chine et dans la mondialisation. Donc c'est une ville-monde. Et au fond, ce qui est très intéressant autour de ce débat sur Wuhan, c'est qu'on parle de la Chine, mais on parle aussi de nous. Évidemment, on le voit à travers les rapatriements, mais on voit aussi comment la mondialisation s'est organisée autour de cette question, au fond, de la délocalisation économique, de l'investissement. Et François, vous parliez de la deuxième ville proche de Wuhan. J'ai aussi regardé, j'ai répété ce matin sur la prononciation chinoise, j'ai regardé des vidéos. Donc c'est Guangzhou, mais qui est en fait assez loin de Wuhan et qui est plutôt situé à 400 km de Shanghai. C'est-à-dire qu'on connaît tous Shanghai et on voit combien aujourd'hui, en tout cas, l'épidémie en Chine progresse, elle n'est pas contenue. Et là-dessus, je voudrais quand même réagir en disant que certes, c'est un pouvoir autoritaire. Je vois qu'on est toujours, en cas d'épidémie, tenté d'aller vers l'autoritarisme. Comme c'est un pouvoir autoritaire, ils ont réagi avec beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'un certain nombre de responsables chinois savaient dès la fin du mois de décembre qu'il y avait un risque d'épidémie, mais c'est à partir du 20 janvier, au fond, qu'on a commencé à en parler. Donc, 3 précieuses semaines ont été perdues, c'est très important sur le plan médical. Les régimes autoritaires ne sont pas toujours les plus efficaces. Et ce qui me semble intéressant par rapport à la question de la Chine sur cette épidémie, c'est qu'à la fois, on voit que l'hygiène et la relation avec les animaux ne fait pas l'objet d'une politique publique déterminée en Chine. Au fond, beaucoup de virus viennent de Chine aussi parce qu'il y a une cohabitation avec les animaux qui ne se fait pas selon des règles qui sont respectées en France, par exemple. Et au fond, nous avons peur. Pourquoi est-ce que nous avons aussi peur ? Nous avons peur de la prochaine épidémie. Je crois que nous sentons très bien
que compte tenu de la modification du réchauffement climatique et de ce qui se passe dans le monde, nous sentons très bien qu'une prochaine épidémie peut venir. Et je crois que notre peur est quelque part alimentée par une peur un peu millénariste, mais qui peut être justifiée par des raisons scientifiques. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je ne sais pas si la peur est justifiée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un croisement dans la réaction que nous avons entre deux menaces lointaines, puisque ce qui apparaît dans l'inconscient, c'est la menace d'un étranger lointain et évidemment chargé de menaces qu'est la Chine, et d'un étranger et d'une histoire, d'un historique qui plonge très loin dans effectivement les grandes pestes, la grande peste du XIVe siècle, mais la peste de Marseille au début du XVIIIe et la grippe asiatique à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous avons Espagnol, pardon. Oui, excuse-moi. Oui, c'est très significatif. C'est moi qui ai fait le rapprochement entre les deux menaces que je constate. Oui. Donc on a quelque chose qui nous saisit. Alors moi, je suis très content qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que je ne sais pas quoi dire. Dans la mesure c'est très dangereux parce que quand Jean-Louis ne sait pas quoi dire, ça prend des plombs. Oui, c'est normal. Mais effectivement, quand Philippe nous a proposé ça et que vous avez tous accepté, je me suis dit mais moi, je ne sais rien. Et 3 questions. Est-ce que c'est grave ou non? Je lis, j'écoute, je vois des spécialistes de toutes sortes qui disent des choses très différentes. On nous dit, non, c'est la contagion, oui, mais la létalité est faible. C'est peut-être la contagion qui est dangereuse. La contagion, ça bloque un tas de choses. On vous dit, tout ça, c'est pas très grave. Et puis on dit 2000 cas supplémentaires par jour en Chine, ça devient quand même inquiétant. Ensuite, la seconde question qu'on se pose, est-ce que les pouvoirs publics font le boulot? Ça, c'est toujours, est-ce qu'ils en font trop, est-ce qu'ils en font pas assez, hein? Roselyne Bachelot est ici, et elle sait très bien ce genre de problème. Elle a été confrontée à ce genre de problème en son temps de ministre. Parce que son temps est pour toujours, mais son temps de ministre est compté. Et bien, on n'en sait rien. Moi, je trouve qu'Agnès Buzyn réagit à une communication normale, que les gens réagissent. Évidemment, quand on installe des gens qui viennent de Chine à côté de chez vous, les gens ont tous tout de suite une réaction en disant pas dans mon backyard, pas dans ma cour. Bon, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il faut surréagir, moins réagir? Si on surréagit, c'est l'hystérie. Et troisièmement, là où je suis quand même très préoccupé, la troisième question, mais j'ai pas plus de réponse, c'est la menace économique. Et là, j'ai quand même tendance à penser que du fait que c'est une maladie très contagieuse, ça risque de bloquer énormément de chaînes, que les Chinois, c'est peut-être 20% du PIB, mais c'est 40% de la croissance mondiale actuellement, et que là, on a si cette affaire se transforme en quasi-pandémie, au moins en Asie, ça risque de peser extrêmement lourd, à la fois sur les élections, sur l'économie américaine et les élections, et sur notre propre économie. C'est là où je sens l'inquiétude, mais encore une fois, alors vraiment, je ne sais rien. Je me pose des questions que se pose tout le monde et je n'ai pas plus de réponse que personne. Merci beaucoup. Nous reviendrons donc sur ces deux problèmes tout à l'heure dans le Bada. Je signale aussi que nous reviendrons sur Paris dans des émissions hors série qui seront enregistrées la première le lundi 2 mars et la deuxième le lundi 9 mars. La première aura pour thème qui gouverne Paris, non pas pour revenir sur les candidats ou les candidates, mais pour revenir sur tout ce qui, dans la technologie, fait que de manière tout à fait insidieuse, les modes de vie ne dépendent beaucoup plus de certaines innovations techniques ou de certains industriels. Par exemple, Paris sans la trottinette, on a beaucoup de mal à imaginer ce que c'était. C'était pourtant il n'y a pas très longtemps. Et voilà en quoi ça a changé la ville. Deux mots. Il y a de plus en plus de mode et de moins en moins de vie. Exactement. Deux mots de brève. La première, pour deux revues très différentes. L'une qui est très joliment et richement illustrée, qui est Books, richement illustrée, joyeusement illustrée, quoi qu'elle soit dirigée par un protestant. Et l'autre qui est très austère, quoi qu'elle soit dirigée par un catholique, qui est Commentaire. Commentaire se penche sur la question de la démocratie, avec notamment un excellent papier de Pierre-Henri Tavoileau, le philosophe, et un autre de
comment s'appelle-t-il? Voilà que tout à coup, évidemment, le moment venu, son nom m'échappe, Philippe Reynaud. Et l'autre, Books, est un numéro. Alors, il y a plusieurs thèmes, mais le thème central, joliment illustré et qui donne à penser après ce qu'on vient de dire du coronavirus, c'est l'enfer. Béatrice Gibelin. Moi, on va rester sur la Chine parce que j'ai vu un film qui va peut-être plus durer très longtemps. C'est pour ça que je voulais vous le signaler. C'était Séjour dans les monts Funshu, qui est un magnifique film, qui est très long, et qui est le destin d'une famille qui s'écoule à la fois au rythme des saisons, avec des images qui évoquent les paysages chinois de façon assez remarquable, et le long d'un fleuve. C'est à la fois la Chine contemporaine, avec ses contradictions, et puis aussi toute cette tradition familiale, culturelle. C'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Gu Xiaogang. C'est normalement une trilogie, c'est le premier volet, et moi j'attends avec impatience, mais il me faudra sans doute un peu de temps, parce que pour faire ce genre de choses, il faut avoir du temps devant soi. Vous en trouverez la référence sur notre site. François Bujon de l'Étang. Béatrice reste sur la Chine, moi je reste sur Paris, et je confesse que j'ai pris plaisir à la lecture du petit livre de Benoît Dutertre, Les Dents de la Mer, M-A-I-R-E naturellement, qui porte comme sous-titre Souffrance d'un piéton de Paris. Comme je suis moi aussi un piéton innocent dans Paris qui souffre quotidiennement de la dictature du vélocipède, de l'agressivité de la trottinette, de l'omniprésence des barrières grises dont je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup sympathisé avec ce livre avec lequel je me suis senti tout à fait en phase. C'est un recueil de chroniques, il n'est pas tout à fait tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la mère sortante, qui apparaît dans un certain nombre de cauchemars qui viennent hanter les nuits de l'auteur, de Benoît Dutertre. Ce livre est publié chez Fayard, lisez-le, il est écrit avec esprit, avec verve, il fait preuve de beaucoup de bon sens, et il exprime beaucoup, je dois dire, des sentiments que je ressens en me promenant dans Paris par les temps qui courent. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander un livre en anglais, A Short History of Brexit from Braintree to Backstop de Kevin O'Rourke, Penguin Books. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on connaissait le Brexit et du coup j'ai découvert qu'est-ce que c'était que le Braintree, c'est-à-dire se rappeler que avant d'entrer dans l'Union européenne, le Royaume-Uni a dû frapper 3 fois à la porte. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans une perspective historique, Kevin O'Rourke montre au fond pourquoi dans cette entrée il y avait en quelque sorte les germes de ce qu'on peut attribuer ensuite au résultat du référendum. C'est un livre qui est vraiment hyper intéressant à cause de la perspective historique. Jean-Louis Bourlange. Moi, je suis beaucoup moins savant que Lucille, donc j'ai pas beaucoup lu le livre ces temps-ci, et je voudrais simplement exprimer mon désarroi vendredi devant les festivités londoniennes sur le Brexit. Je dois dire que j'ai une amie qui avait un fils, un jeune fils, un garçon d'une dizaine d'années, qui regardait les émissions sur le Brexit et qui a fondu en larmes pendant 1 heure, simplement parce qu'il a vu une tête de mort sur le drapeau européen, il a senti une hostilité extrêmement profonde contre les Français, parce que dans l'émission qu'il regardait, qui était CNews, une émission à laquelle je participais d'ailleurs, le brave journaliste de CNews, au moment de prendre l'antenne, s'est fait taper dessus parce qu'il était français. Et c'est quand même très impressionnant de voir cette charge d'hostilité, et l'idée même de fêter un divorce. Qui a jamais fêté un divorce? On fête un mariage, on fête un remariage, on ne fête pas un divorce. Et je crois qu'il y avait là une dimension humaine très profondément angoissante et tragique. Heureusement, je crois que ces comportements restent très très profondément minoritaires au Royaume-Uni. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mieux, de plus intelligent qu'un Anglais pro-européen. Et là, on voit à quel point un Anglais anti-européen, c'est un désastre. Oui, mais peut-être faut-il ajouter à cette horrible manifestation dont Jean-Louis parle, la séance au Parlement européen... Qui était très belle. Alors, oui, c'est très beau d'entendre tous ces députés se tenant par la main et chantant le Auld Lang Syne. Et en même temps, c'est déprimant, parce que ça m'a donné, en tout cas à moi, le sentiment de vivre dans un monde où nous sommes doués pour une seule chose, les marches blanches.
Pour ce qui est de prendre son deuil, ça, nous sommes forts, nous savons faire ça très bien et nous sommes profondément émus par ce genre de choses. Je suis pas d'accord avec vous. Franchement, il y avait là. Alors, nous prolongerons ce débat dans le Bada, pour lequel donc nous allons pas tarder à passer à l'enregistrement. Après que j'ai remercié Nicolas Tourneau qui assure notre site, Benoît Carré, le compendium, Sophie Jacquin, la préparation. Laurie Caligani et Christian Sori, grâce à qui nous avons enregistré à l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de son hospitalité, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et comme vous le savez, si vous souscrivez un don de 30 € par mois, il ne nous en coûtera que 10. Comment hésiter ? À tout de suite.